les traités européens, l'Union européenne surveille l'absence de contrôle aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Surveille et organise l'absence de contrôle aux frontières. Et monsieur Zemmour ne veut pas sortir de ça puisqu'il veut rester dans l'Union européenne. Et il se moque de qui ? Là encore, pour creuser les thématiques et mettre en lumière certains points de votre programme, François Asselineau, sur des questions plus immédiates. Non pas que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent soit trop haut, mais pour revenir quand même à ce qui fait l'actualité immédiate des Français. Par exemple, Samuel Paty. Par exemple, la violence qui explose aujourd'hui en France, cette question du terrorisme qu'on lie à tort ou pas avec la question de l'immigration. Que proposez-vous, là encore, dans les grandes lignes pour répondre à ces inquiétudes des Français qui voient émerger des termes un petit peu de partout? On parle de grands remplacements. Il y a 20 ans, c'était interdit. Aujourd'hui, même chez Libération, on peut lire des articles qui l'évoquent. On parle de cette question de terrorisme d'atmosphère, comme dirait Gilles Kepel. On a toute cette ambiance-là qui se met en France où le terrorisme n'est plus le fait d'actes isolés qui vont venir ponctuer avec l'horreur l'actualité de France. On a aujourd'hui une sorte d'ambiance où on sait que ça peut frapper à tout moment et on sait qu'à l'heure où on se parle, des gens se radicalisent ou des gens envisagent d'aller frapper la France, d'aller frapper des symboles et mettre en lumière, là encore c'est un peu le pendant de ce dont je parle là, mais mettre en lumière les grands manquements qu'il y a en France. Je pense à ce qu'il s'est passé à Nantes, notamment avec cet homme qui incendie la cathédrale et qui derrière va assassiner un prêtre. Que répondez-vous à cette question-là dramatique mais extrêmement importante pour le quotidien des Français? Alors, c'est effectivement un sujet d'une extrême complexité. Alors, on peut faire du yaka faucon. Bon, mais il faut être raisonnable. Quand on prétend à diriger un État, il ne faut pas être dans les propos de comptoir. Je voudrais d'ailleurs faire ici tout de suite une intervention, parce que tout le monde a à l'esprit M. Zemmour. M. Zemmour, qui tous les jours que Dieu fait passe son temps à taper sur les musulmans, sur les Arabes et ça, j'aimerais savoir ce qu'il propose. C'est tout. Dans la mesure, par ailleurs, où il ne veut pas sortir ni de l'Union européenne, ni de la Cour européenne des droits de l'homme, ni dans toutes les... J'aimerais savoir ce qu'il propose. Il chauffe à blanc l'opinion publique. C'est mal ce qu'il fait. C'est très mal. Parce qu'il chauffe à blanc l'opinion publique, une partie de l'opinion publique. Il sème la zizanie entre les Français. Mais j'aimerais savoir ce qu'il propose. Sachant que parmi un certain nombre de musulmans et qu'il dénonce, il y a beaucoup de Français. Alors, on peut le regretter ou pas le regretter, ça c'est autre chose. Mais il se trouve nous avons beaucoup de compatriotes. Maintenant, il y a plusieurs millions de Français qui sont musulmans. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il propose. Voilà. Il propose quoi? Il propose de les déchoir de leur nationalité par millions, de les renvoyer dans des pays qui vont les accepter, lesquels? En vertu de quoi? Il propose de les mettre dans des camps de concentration, de les exterminer, je ne sais pas. C'est très grave ce que je dis, parce que j'ai rencontré des partisans de M. Zemmour qui ne faisaient pas dans la dentelle, dans les propositions qu'ils comprennent de M. Zemmour. Il me vient à l'esprit ce que j'ai dit d'ailleurs dans ma conférence de presse lors du lancement de la campagne. On doit diriger un grand pays, c'est une citation chinoise, on doit diriger un grand pays comme on fait frire un petit poisson, c'est-à-dire avec beaucoup de précautions, sinon on déchiquette tout. Quelqu'un qui prétend aux plus hautes fonctions de l'État doit savoir que les mots sont très importants et que dénoncer de façon collective une partie de la communauté nationale, c'est l'antithèse de la République, c'est la porte ouverte aux dérives les plus épouvantables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas du tout ignorant de la situation qui existe en France. Loin de là. Je considère qu'il y a, parmi nos compatriotes musulmans, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, d'ailleurs, on pourrait historiquement trouver à redire, puisque dans les années 70, 80, 90 du XXe siècle, et même encore récemment, le terrorisme
étaient finalement rarement d'origine islamiste et plus souvent d'origine régionaliste, du style en Corse ou bien dans le Pays basque. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est devenu d'origine islamiste. Moi, j'aimerais que l'on fasse, je l'avais dit pendant la campagne de 2017, que l'on mette les choses à plat. Qui finance? Qui est derrière? Qui finance certaines mosquées, comment dirais-je, islamistes en France? Est-il normal qu'il y ait des intérêts financiers de pays étrangers qui financent cela? Qui finance les navires, les embarcations de fortune qui traversent la Méditerranée ou qui traversent le détroit de Mozambique pour venir des Comores jusqu'à Mayotte? Qui finance? Moi, j'ai mon idée là-dessus. Hein. Et mon idée, c'est pas sorti d'un chapeau. Je me rappelle quand j'étais allé à Mayotte, ce que l'on me disait, que derrière les petits navires là, qui vont depuis Anjouan jusqu'à Mayotte, qui avec des gros moteurs Yamaha capables de propulser en haute mer un esquif avec 60 personnes à bord, il faut des très gros moteurs qui valent des fortunes. C'est pas dans la poche des Anjouanais. D'autant plus que là, lorsque le Kwassa, comme on appelle ça, est arrivé à Mayotte, il est saisi. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye les moteurs. Moi, ce qu'on m'avait dit sur place, des gendarmes m'avaient expliqué que l'on savait que c'était des financements venant du Qatar. On sait qu'en Méditerranée, beaucoup d'organisations tournent autour de George Soros. D'ailleurs, le président turc Erdogan, qui vient de décider de déclarer persona non grata 10 ambassadeurs, dont l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur de France à Ankara, l'a fait en disant, parce que ces ambassadeurs demandent qu'on libère un opposant à M. Erdogan, et le président Erdogan a dit que c'était contraire au droit international ce que faisaient les pays occidentaux concernés, ce qui est objectivement vrai, puisque aussi bien dans la Charte des Nations Unies que dans la Convention des droits des traités du Convention de Vienne de 1969 qui est entrée en vigueur en 1980, il y a l'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. En attendant, M. Erdogan a nominativement dit que derrière cet opposant, il y avait les organisations de déstabilisation de George Soros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président turc. Je ne dis pas que c'est forcément vrai. En tout cas, il y a derrière tout ça beaucoup d'éléments que le grand public ne connaît pas. Et moi, je ne veux pas que l'on dénonce à la vindicte publique des catégories entières de la population, parce que ce n'est pas vrai. Et il faut qu'il y ait de la justice. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Et pour faire les choses, la première chose, c'est qu'il faut arrêter, casser l'immigration telle qu'elle est actuellement. Il y a des flux migratoires qui ne sont plus gérables. Quand on a un taux de chômage de l'ordre de 8% de catégorie A, je le disais tout à l'heure, qui atteint peut-être 15 ou 20%, notamment chez les jeunes, quand on s'intéresse au chômage larvé, au petit boulot, etc., quand on a ça, on n'accepte pas qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui arrivent en plus chaque année. Ça n'est pas possible. D'abord parce que ces personnes, on le voit avec les réfugiés syriens qui terminent sous le périphérique Porte de la Chapelle, dans des conditions absolument indignes. On ne peut pas accepter ça. Donc le pays ne peut plus l'accepter du point de vue déjà économique, ne peut pas l'accepter non plus du point de vue politique et sociétal. Ça serait vraiment se boucher les yeux et les oreilles que de ne pas voir que maintenant le problème est géant et qu'une grande partie de la population française, j'ai vu il y a un sondage, il y a 67%, je crois, des Français qui parlent du grand remplacement, ce que personnellement, expression que je n'approuve pas, mais il y a quand même 67% des Français qui ont ce sentiment, y compris d'ailleurs, évidemment, beaucoup de gens de gauche. Donc maintenant, il faut faire preuve d'un état d'esprit responsable. Il faut donc... C'est quoi un état d'esprit responsable? Ça n'est pas d'indiquer à la vindicte populaire des catégories de la population sans proposer quoi que ce soit. Moi, j'ai des propositions très concrètes. La première, on arrête la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, on sort de l'espace Schengen. Je rappelle par exemple que le terroriste tunisien qui a assassiné 3 personnes, je crois, à la cathédrale de Nice, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, il était entré
illégalement sur le territoire de l'Italie, de la République italienne, par l'île de Lampedusa, puis ensuite comment dirais-je, en Calabre. Ensuite, il avait remonté toute la botte italienne et il était entré en France parce qu'il n'y a aucun contrôle aux frontières venant de l'Italie. On ne peut pas vouloir réglementer, contrôler pour de bon les questions migratoires si on a la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. Je rappelle également, enfin je précise, alors je sais bien qu'à chaque fois il y a des gens qui disent « Oh oui, mais lui, il connaît les articles des traités, il nous saoule ». Mais attendez, on parle de quoi là? On est au Café du Commerce ou bien on parle de la France? Si on parle de la France et si on parle d'un chef d'État, fût-ce M. Zemmour arrivé au pouvoir, il est confronté à des problèmes de droit. Parce que le président de la République française, c'est pas Dieu le Père, heureusement d'ailleurs. C'est quelqu'un qui doit agir dans le cadre des lois nationales et internationales. M. Zemmour ne fait semblant que ça n'existe pas. Je m'étais déjà heurté à lui sur CNews, où il avait d'ailleurs dit avec un aplomb extraordinaire des mensonges éhontés. Mais M. Zemmour veut rester dans l'Union européenne. Or, je rappelle que les articles que je citais tout à l'heure, notamment 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoient que les traités européens, l'Union européenne surveille l'absence de contrôle aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Surveille et organise l'absence de contrôle aux frontières. Et Monsieur Zemmour ne veut pas sortir de ça puisqu'il veut rester dans l'Union européenne. Et il se moque de qui? C'est très facile de jeter comme ça en pâture des parties entières de la population. Moi, je ne le fais pas. En revanche, je considère qu'il faut arrêter un certain nombre de flux, réintroduire du contrôle. Notez bien d'ailleurs que M. Michel Barnier, à la surprise générale, a dit le 7 septembre dernier la même chose que moi. Parce que ça fait 17 ans qu'il est dans le métier, il connaît les tenants et les aboutissants, il connaît les traités européens, la Cour de justice de l'Union européenne et sa jurisprudence, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est parce qu'il sait que si quelqu'un à l'Élysée commençait à s'aviser de prendre des mesures de cette nature sans être sorti des traités, qu'aussitôt nous serions déférés devant la Cour de justice de l'Union européenne, devant la Cour internationale de justice, et nous serions condamnés. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais alors, on n'en fait qu'à notre tête, etc. » D'accord. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas faire les choses dans les règles et ne pas sortir de l'Union européenne? Nous proposons de régler les problèmes dans les règles de façon juridique impeccable. Les autres disent « Non, on va rester, mais on va en faire ce que… » Non, ça n'est pas possible de continuer comme ça. Quelqu'un qui a la volonté d'être chef de l'État, se doit de tenir un discours vrai aux Français, de respecter leur intelligence. Moi, si je suis candidat, si j'ai proposé un programme avec des mesures très précises, c'est que j'explique que je vais pouvoir les mettre en œuvre, moi. J'en prends ma parole d'honneur. Donc, nous sortons de l'espace Schengen. Nous ferons un référendum pour demander aux Français s'ils veulent ou non maintenir le regroupement familial, dont je rappelle qu'il est imposé d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, sachant que le regroupement familial est l'un des principaux pourvoyeurs de l'immigration en France. Donc il va falloir faire un référendum sur ce sujet, quitte à sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, je propose qu'il y ait un référendum également sur l'affaire du droit du sol, qui pose des problèmes, notamment en Guyane et à Mayotte, dont je parlais plus tôt dans cet entretien. Puisqu'on a des Haïtiens, des gens du Suriname, de Guyane, du Guyana, etc., qui arrivent, ou du Brésil, qui arrivent en Guyane française, par exemple, avec des femmes enceintes et qui accouchent. Et à partir du moment que là s'applique le droit du sol, des personnes, on ne peut plus les expulser, elles reviennent, elles redeviennent… l'enfant a vocation à être français, etc. Bon. Ce qui pose des problèmes de submersion. Le problème le plus grave, c'est actuellement à Mayotte, où officiellement, il y a 230 000 habitants dans un petit département. En fait, c'est une île. Et officieusement, il y a peut-être 450 ou 500 000 personnes. Ça devient un camp de réfugiés. Donc, c'est pas possible.
c'est complètement irresponsable au sens étymologique. Irresponsable, c'est quelqu'un qui n'a pas de réponse. C'est irresponsable de ne pas regarder la réalité en face. Ce que nous proposons par ailleurs, c'est de favoriser l'assimilation des Français, notamment d'origine étrangère, au creuset national comme la France l'a toujours été. Parce que nous avons un génie national qui remonte au baptême de Clovis, c'est que la France est un pays qui englobe, qui assimile les gens. La France est une terre d'immigration. Au XIXe siècle, au XXe siècle, il y a eu énormément d'immigration en France. Des gens qui sont devenus plus français que les Français, si j'ose dire. Bon. Eh bien, pourquoi ceci ne fonctionne-t-il pas ? Il y a peut-être effectivement une difficulté particulière avec la religion musulmane qui a du mal à faire la distinction entre le public et le privé, et la sphère publique et la sphère religieuse, etc. C'est vrai parce que le prophète de l'islam a été à la fois chef religieux et chef de guerre. Ça, c'est exact. Mais ce qui est encore plus exact, c'est que toutes les populations allogènes qui sont venues en France, elles sont venues pendant des décennies entières où la France était fière d'elle-même, sûre d'elle-même, confiante dans sa civilisation, confiante dans son message, confiante dans son unité nationale, confiante dans son identité, dans sa culture. Moi, je connais beaucoup de Français d'origine immigrée. Il y en a beaucoup d'ailleurs à l'UPR, beaucoup d'ailleurs d'origine du Maghreb qui apprécient beaucoup ce que je dis parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Il y a énormément de Français d'origine étrangère qui sont venus en France quand ils étaient encore enfants et dont les parents disaient on arrive en France. C'était presque la terre promise. Et il fallait faire des efforts et il fallait parler la langue du pays et il fallait se conformer aux us et coutumes. Pour cela, encore faut-il qu'il y ait du travail, qu'il y ait l'ascenseur social, l'ascenseur républicain, dont je parlais au tout début de cette émission, quand vous avez bien voulu m'interroger sur qui je suis. Moi, je suis devenu je suis français. J'ai toujours, enfin, jusqu'au Moyen-Âge, quand on remonte c'était des Français. Mais il y a eu cette espèce d'ascenseur social républicain qui a permis à quelqu'un comme mon père, qui était issu d'un milieu modeste, de devenir cadre supérieur, et à moi, qui suis son fils, de prétendre à diriger la destinée de l'État. Et je ne suis pas le seul dans mon cas. Regardez Georges Pompidou, son père était instituteur et son grand-père était un pauvre paysan. Donc il faut proposer cela à tous les Français, cet ascenseur républicain. Ça nécessite donc aussi un travail sur l'école républicaine, et un travail où l'école n'est pas là pour apprendre aux gens leurs différences. On fait depuis des décennies le contraire de ce que l'on doit faire. Il ne faut pas apprendre aux gens à vivre par communauté, il faut au contraire leur apprendre à oublier un peu leur communauté, ce qui ne veut pas dire les empêcher de l'avoir. Les gens peuvent garder leur religion, leur prénom, leurs us et coutumes dans la sphère privée. Mais en revanche, publiquement, c'est ça le principe même de la laïcité, c'est une espèce de savoir-vivre ensemble. On n'impose pas à autrui des choses qui sont contraires à leurs us et coutumes. Voilà. Et moi, je pense qu'un de mes compatriotes d'origine musulmane, il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs totalement d'accord, c'est que le fait pour une femme, par exemple, de s'habiller avec en burqa, etc., c'est essentiellement une espèce de provocation, d'une certaine façon, face à une société bloquée. C'est-à-dire que si les Français d'origine de tous les pays avaient le sentiment que la société française était une société où tout le monde avait sa chance, eh bien, croyez-moi, on verrait beaucoup de ces problèmes s'atténuer. Pour cela, il faut aussi que les Français de toutes origines soient fiers de leur pays, soient fiers de leur chef d'État. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de Français qui sont fiers de Macron, de ce larbin des États-Unis d'Amérique? Quand ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Allemagne. Ce monsieur qui ment comme il respire, change de point de vue sans arrêt en fonction des événements, dit une chose puis son contraire, et en réalité se couche devant les plus puissants que lui, tout en étant impitoyable et inflexible et violent vis-à-vis des pauvres et des petits, comme on l'a vu pour la répression des Gilets jaunes.
Les Français, ils ont besoin de tout l'inverse. Et comme je l'explique dans ma longue conférence sur l'histoire de France, les Français, au contraire, ce qu'ils recherchent, c'est un chef d'État qui assure la justice sociale, l'égalité entre les Français. Pourquoi Louis IX a-t-il été canonisé à la fin du XIIIe siècle et qu'il est devenu Saint Louis? Parce qu'il a été le premier roi de France à prendre le parti des plus humbles, en une espèce d'imitation de Jésus-Christ, comme on le faisait à l'époque, cette espèce de foi ardente, et à l'imitation du Christ, prenant la défense des plus humbles contre les plus puissants de son royaume. D'où, par exemple, quand il rendait la justice sous son chêne. Eh bien, je dis que si le chef de l'État français, demain, si le président de la République française, demain, prend position, se bat pour les plus humbles des Français, augmente leur pouvoir d'achat, fait respecter leur dignité dans tous les domaines, fait respecter la France et le drapeau français, rend à la France sa dignité internationale, c'est-à-dire que nous devons faire respecter le droit international et sans deux poids, deux mesures. Il y en a assez de donner des leçons de morale à la Biélorussie ou à la Russie, alors même que nous soutenons des dictatures féroces comme l'émirat du Bahreïn, par exemple, où des gens qui manifestent peuvent être condamnés à la prison à vie. Mais il se trouve que dans l'émirat du Bahreïn, dans le royaume du Bahreïn plus exactement maintenant, eh bien, il y a l'état-major de la 5e flotte américaine. Les Français veulent un chef d'État et un pays qui soit respectable et respecté dans le monde. À partir de ce moment-là, vous avez pensé que je suis peut-être éloigné du sujet, je ne le pense pas. Parce que je pense que ce qu'il y a d'abord et avant tout au centre même des problèmes que nous évoquons, c'est l'image que le peuple français se fait de lui-même et de la place de la France dans le monde.